Bienvenue dans cet épisode de Bingeuse qui sera consacré à Hurlevent d'Emerald Fennell, sorti en 2026. What should you do, Heathcliff? J'avais hâte, j'attendais ça avec impatience, je n'en pouvais plus et j'y suis allée, pas le jour de la sortie, c'est vrai, j'ai attendu quelques jours pour y aller avec une copine, mais j'y suis allée très rapidement à la sortie du film. J'ai déjà plus de batterie. Tout d'abord, si vous voulez connaître mon avis détaillé sur le roman de Emily Brontë, Les Hauts de Hurlevent, nous avons fait un épisode avec mes amis de Adapte-moi si tu peux, le podcast qui compare les livres à leur adaptation en film ou en série. On a fait un épisode consacré à ce roman et à son adaptation par Andrea Arnold. Je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse d'aller écouter. J'ai adoré le roman. C'est vraiment absolument prenant, passionnant, tellement bien écrit. Les phrases ont un poids phénoménal, ça retourne les lecteurs. Je pense que c'est une œuvre qui est de toute manière clivante. Par exemple, il y a des personnes qui n'aiment pas parce que les personnages sont parfaitement tous antipathiques. Il n'y a pas vraiment d'identification possible aux personnages, ou alors c'est que vous avez un petit problème, parce qu'ils sont tous fous quand même. Les Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë, c'est un roman gothique, intense. C'est un roman de revanche, de haine, qui est marketé pour on ne sait quelle raison comme la plus grande histoire d'amour. Non, 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 non. Non, ce n'est pas une histoire d'amour. Bien sûr qu'il y a une histoire d'amour, mais à quel moment on voudrait vivre une histoire d'amour comme celle-là? C'est la pire histoire d'amour possible et imaginable. C'est juste une histoire de personnes atroces qui ont décidé de se gâcher la vie les uns les autres, dont Catherine et Heathcliff, les personnages principaux, qui jouent entre l'amour et la haine justement. Ils s'aiment, ils se détestent, ils détestent le fait qu'ils s'aiment, ils aiment le fait qu'ils se détestent. C'est malsain, c'est toxique, mais c'est tellement génial à lire. Pour faire un très rapide récap du roman. C'est l'histoire donc du coup d'une famille, les Earnshaw, qui vivent dans un endroit complètement esselé et désolé, battu par les vents à longueur d'année. Le père Earnshaw, qui a donc 2 enfants, Catherine et... Comment il s'appelle celui-là encore? Catherine Earnshaw's brother. Hindley, bien sûr. Un beau jour, le père se ramène avec un enfant qu'il a trouvé. Il rentre avec cet enfant qui est décrit comme une personne de couleur, une personne autre, différente d'eux. Et le père va se prendre d'affection pour cet enfant qu'ils vont nommer Heathcliff. Et du coup, le frère Hindley déteste Heathcliff. Il le hait. À tel point qu'en fait, il le bat, enfin, il y a des altercations physiques. Vraiment, c'est très violent en fait comme texte. Catherine, elle, adore Heathcliff. Ils deviennent amis très très vite, très proches, très fusionnels. Et on sent quand même qu'il y a de l'amour en dessous. Quiproquo, elle dit à sa servante Nelly, elle ne pourrait jamais épouser Heathcliff, quelle honte, quel déshonneur. Heathcliff est derrière la porte, il entend tout. Non! Si. Et le truc, c'est qu'en fait, là, on a la plus belle déclaration d'amour de la littérature. Enfin, c'est la fameuse phrase « De quoi que soient faites nos âmes, la sienne et la mienne sont pareilles ». Oh, le talent d'Emily Brontë, incroyable. Elle s'arrête là, lui il s'en va parce qu'il ne supporte pas d'entendre ça et c'est très humiliant pour lui. Mais elle continue et elle dit « Mais je l'aime, le quiproquo ». Il disparaît. Elle se marie avec Edgar Linton. Il réapparaît des années plus tard. On ne savait pas où il était. Where have you been? Et il a décidé de se venger de tout le monde. Il est revenu en mode zinzinos de l'extrême et il a décidé de faire la misère à tout le monde. Catherine est enceinte, elle accouche d'une petite fille, qu'ils vont nommer Catherine également, et c'est là que ça devient compliqué dans le roman, parce que tout le monde s'appelle pareil. Elle meurt en couche, horrible, elle a 17 ans, 18 ans, un truc comme ça, hein, quand elle meurt. Heathcliff, de son côté, a un enfant avec Isabella, qu'elle appelle Linton. Linton étant le nom de famille. Donc, il s'appelle Linton, mais en fait, il s'appelle Linton Heathcliff. Ça n'a pas de sens, d'accord? Là, Emily Brontë a vraiment voulu foutre la merde. De son côté, le frère de Catherine s'est aussi marié et a eu un fils qui s'appelle Hareton. Hareton qui devient en gros le nouveau Heathcliff, qui est vraiment le petit canard de la famille, que tout le monde déteste. Il est battu, il n'est pas éduqué, c'est vraiment, il est décrit comme une brute, comme un animal, enfin c'est vraiment horrible. Heathcliff veut en gros ruiner la vie de tout le monde, parce que lui, sa vie a été ruinée. Il va faire en sorte que Catherine épouse Linton, donc son cousin,
Linton est d'une faible constitution. Linton est très pénible d'ailleurs, mais enfin bref. Il va mourir. Et ensuite, elle va être avec Hareton, donc son autre cousin, hein, du côté de sa mère cette fois-ci, et pas de son père. Hindley va mourir, le père Earnshaw va mourir, Catherine est déjà morte, Isabella va mourir. En gros, Heathcliff sème la pagaille partout, la pagaille et la désolation à travers les Hurlevents, jusqu'à ce que tout le monde meure. Et la mort, ce n'est pas encore assez pour séparer Catherine et Heathcliff. Heathcliff va jusqu'à déterrer le cadavre de Catherine, je crois, 6 ou 7 ans après sa mort, parce qu'en fait, il ne supporte pas l'idée de ne pas être avec elle. Mais à tel point qu'il va aller déranger son sommeil éternel pour se coller contre son cadavre, et quand il va mourir, il va designer son cercueil en sorte qu'il y ait une trappe pour que la main de Heathcliff et la main de Catherine soient comme ça dans l'éternité. Et on se dit, mais quel fou, il ne peut pas lui foutre la paix 5 minutes, même dans la mort, il faut qu'il la harcèle. Donc, vous avez compris, cette histoire est très intense, très violente, très dure, mais fascinante. Vraiment, elle attrape au tripes. Et on s'en fout qu'en fait, Heathcliff et Catherine soient amoureux, pas amoureux, ils se détestent. C'est pas ça le but. Le but, c'est à quel point un homme peut sombrer dans la folie et la détestation au point de gâcher la vie de tous ceux qu'il connaît. Il s'en fout. Heathcliff s'en fout complètement. Il veut que tout le monde souffre parce que lui, il souffre. Bref, j'adore le roman. Le roman est si célèbre, le roman est si monumental, si classique, si fondateur dans la littérature, que tout le monde y va un peu de sa petite adaptation. Et donc évidemment, il nous fallait une version pour nous pauvres gens qui vivons en 2026, il nous fallait une adaptation. C'est en juillet 2024 que la réalisatrice anglaise Emerald Fennell annonce qu'elle va adapter le roman d'Emily Brontë, Léo de Hurlevent, et en faire un film. Quand j'ai appris ça, d'abord j'étais excitée, parce que, et ça c'est un disclaimer important à faire, je ne suis pas de ceux qui détestent Emerald Fennell. Je sais que c'est une personne assez clivante, elle est assez fantasque, assez bizarre, etc. Moi par exemple, j'ai adoré son film Saltburn, j'ai regardé 3 fois je pense. Donc je ne suis pas là pour détester Emerald Fennell. En plus, elle l'a dit à plusieurs reprises dans des interviews, qu'elle adore aussi. Donc je me suis dit, ça va être super, un banger, comme disent les jeunes. Bon, j'ai 32 ans. J'ai commencé à déchanter à l'annonce du casting. Qui va jouer Heathcliff ? Un personnage qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le rappelle, est décrit dans le roman comme un personnage de couleur. Jacob Elordi. Alors, j'adore Jacob Elordi. Je fais partie du fan club de Jacob Elordi. Mais en fait, pourquoi lui ? Pourquoi lui ? C'est un grand blanc australien de... Quel est le rapport ? Quel est le rapport avec Heathcliff ? Enfin, je ne comprends pas. Heathcliff, en plus, qui est vraiment décrit comme ayant un physique pas facile. Enfin, c'est pas qu'il est moche, mais il n'est pas beau, il n'est pas conventionnellement beau, Heathcliff. Or, Jacob Elordi, pardon, mais je pense que dans le conventionnellement beau, il se place là. Ça, le choix de Jacob Elordi a vraiment défrayé la chronique parce que, en fait, on efface une personne de couleur, on efface une minorité dans un roman qui n'a pas tergiversé pour nous faire comprendre que peut-être il était pas blanc. Il est pas blanc, c'est écrit dans le bouquin en fait. Donc juste, qu'est-ce que c'est que ce casting ? Je ne comprends pas. Et deuxième annonce, qui va jouer Catherine Earnshaw ? Margot Robbie. Margot Robbie ? Mais Margot Robbie, elle a 35 ans. Alors je dis pas, Margot Robbie est superbe, Margot Robbie est magnifique, c'est une très bonne actrice, mais elle a 35 ans. Est-ce que c'est trop demandé d'avoir des acteurs qu'on ne connaît pas ? Il n'y a plus de directeur de casting à Hollywood ? Plus personne ne fait passer des castings à des gens qui sont pas déjà trop connus ? Je demande pas d'aller chercher quelqu'un dans la rue, mais quand même, Jacob Elordi et Margot Robbie, super. Et là, je pense que c'est Emerald Fennell qui se moque de nous, parce que le personnage qui est blanc, pour le coup, qui représente la bourgeoisie anglaise traditionnelle de base, c'est-à-dire Edgar, lui, il va être joué par un acteur de couleur. Mais par contre, sa sœur, non. Voilà. Bon, et alors ensuite, jumpscare numéro 2, après le casting, quand les premiers visuels sont sortis. Les décors, mais surtout les costumes. Les corsets en latex, des robes en plastique, et encore, ce choix-là, je suis pas non plus une puriste des costumes. Je vais pas être comme ça à dire « ce bouton n'existait pas en 1802, c'est impossible qu'il porte cela ». Peu importe en fait, si c'est joli, tant mieux. Mais quand même, il y a un minimum à respecter. Emerald, qu'est-ce que c'est ?
Et j'ai même pas encore vu le film à ce moment-là. Je suis donc allée voir le film avec mon amie Jeanne. Je suis très contente d'y être allée avec elle. Parce qu'à la base, je devais y aller seule. Et je pense que si j'y avais été seule, je n'aurais rien trouvé à sauver du film. On s'est concerté et on s'est dit, prenons-le comme un film qui n'est pas une adaptation des Odeurs le vent. Prenons-le comme un film juste comme ça. On verra ce que ça donne. Mais, avant de passer à toutes les critiques que j'ai à faire à ce film, parlons des points positifs du film. Les costumes. Ils ont rien à voir avec l'époque historique dans laquelle ils sont censés être. Par contre, ils sont très beaux. La costumière, c'est Jacqueline Duran, qui a fait les costumes d'un de mes films préférés, Anna Karenine, qui a fait les costumes des 4 filles du Dr. March, Little Woman de Greta Gerwig, fantastique. Bref, Jacqueline Duran n'a pas à prouver son talent envers moi, simple mortel. J'ai beaucoup aimé aussi la robe de sa nuit de noces, dans laquelle elle est dans un genre de papier cadeau cellophane un peu irisé, très joli. Deuxième chose que j'ai bien aimé, les décors. Les décors étaient très beaux dans la maison d'Ellington. Je n'ai pas du tout aimé les décors de la maison des Earnshaw parce que ça n'avait aucun sens. J'ai l'impression qu'ils avaient quand même été créés pour faire peur, créés pour montrer une certaine dégradation. Or, dans le roman, c'est pas le cas. Ils vivent pas dans un taudis. Enfin, là, Catherine, elle grelotte j'allais dire au coin du feu. Non, parce qu'il n'y a pas de feu. C'est pas le cas dans le roman. C'était vraiment pour jouer sur... Oh là là, ils sont très 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 pauvres, ils sont miséreux. Et les Linton ont tout, sont riches. Les Linton sont plus riches, mais ils sont pas pauvres non plus, les Earnshaw. Enfin... j'ai pas trop compris ce choix. Enfin bon, c'est pas le seul choix que je vais pas comprendre. Mais du coup, les jardins très jolis, très fleuris, opulents en fait. On est dans l'opulence, on est dans le trop, mais ça marche. Donc pour ça, très bien. Et chose que je n'arrive pas à croire que je veux dire que j'aime, mais j'aime tellement que je l'écoute en boucle, c'est la BO. La bande originale du film, faite par Charlie XCX. Déjà, j'ai pas à chercher beaucoup parce qu'en fait, je l'écoute tout le temps. Je pense que ma préférée, c'est Seeing Things. J'aime beaucoup Chains of Love et j'aime beaucoup Out of Myself. J'aime bien Always Everywhere aussi. Je les aime tous. Mais ma préférée, c'est Seeing Things. Voilà. Maintenant, vous le savez. Vous avez pas demandé, mais vous le savez. C'est fini pour ce que j'ai aimé sur ce film. Ce qui ne fait pas beaucoup finalement. Surtout quand le film fait 2h16. Mon premier problème avec ce film, c'est les personnages. Et les problèmes des personnages sont multiples. Premièrement, il y a des personnages qui manquent à l'appel, comme Hindley, le frère de Catherine Earnshaw, n'existe simplement pas. On dit qu'il est mort, d'accord. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, Hindley, c'est un personnage central à l'intrigue. Si Hindley ne déteste pas à ce point Heathcliff, Heathcliff n'a aucune raison de vouloir venir se venger. Donc je ne comprends pas. Après, vous me direz, Heathcliff se venge pas. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas besoin de lui finalement quand on n'adapte pas le bouquin qu'on est censé adapter. Mais du coup, il faut bien quelqu'un pour être un peu méchant avec Heathcliff. C'est simple. Emerald Fennell va donner ce rôle au père Earnshaw, qui, dans le bouquin, adore Heathcliff, s'occupe très bien de Catherine, donne une éducation à Catherine, etc. Là, on a affaire à un alcoolique notoire, une personne violente, brutale, rustre, et un peu cruelle. Du coup, ça nous donne des scènes improbables, comme Catherine qui donne des coups de pied au cadavre de son père. Isabelle, qui est donc la sœur de Edgar Linton, donc la belle-sœur par alliance de Catherine, dans le roman, une femme exceptionnelle, finalement. Elle est très jeune, elle est très naïve, elle se marie avec Heathcliff en pensant qu'il l'aime, etc. Lui, il fait ça uniquement pour rendre Catherine jalouse, pour la rendre folle, pour se venger. Elle ne comprend pas, elle est trop jeune et trop innocente. Mais elle comprend très vite ensuite dans quoi elle a mis les pieds. Et quand elle comprend ça, elle se barre. Ce qui, à l'époque, est incroyable. Elle se barre toute seule, une femme seule, enceinte, sans son mari. C'est limite illégal. C'est limite illégal, je crois, à l'époque, de partir et de soustraire ton enfant, ton futur enfant, à l'autorité du père, qui est la seule autorité qui est reconnue à l'époque. Elle fait ça. Elle le fait. Elle est super courageuse. Elle est super intelligente. Et là, dans le film, elle est réduite à quoi ? Une potiche qui est enfantine, ridicule, bête,
et qui se soumet à un délire BDSM. Je ne crache pas sur les pratiques BDSM, que ceux qui veulent les pratiquent, il n'y a pas de souci. Mais là, elle est retenue captive par Heathcliff, mais en fait pas vraiment, parce que sa chaîne qu'elle a au cou n'est retenue à rien. Donc on comprend qu'elle est là de manière volontaire. Et elle fait le chien, elle est à 4 pattes en train de halter. Et elle fait un clin d'œil à la caméra en disant « Je sais ce que je suis en train de faire, je suis là de mon plein gré. » Qu'est-ce que c'est que ce manque de respect pour ce personnage ? Ça me dégoûte. Autre traitement improbable et illogique de personnage, Nelly. Nelly, j'en ai pas parlé tout à l'heure pendant le récap du roman, mais en fait, j'aurais dû le faire. Nelly est centrale au roman, c'est elle, en quelque sorte, qui raconte l'histoire. Les Hauts de Hurlevent, ce sont vraiment des récits entremêlés, entrelacés de personnes à travers le temps qui vont raconter l'histoire. Et Nelly, elle raconte ce qu'elle a vécu. Parce qu'en fait, il n'y a plus personne. Ils sont tous morts. C'est elle qui raconte. On sent qu'elle n'aime pas beaucoup Heathcliff. C'est sûr. Mais elle n'est pas l'antagoniste du récit. Elle n'est pas la raison pour laquelle Catherine meurt. Elle ne tue personne de près ou de loin. Nelly, c'est une servante qui est très attachée à Catherine parce qu'elle l'a vue grandir. Et c'est tout. Elle s'en tient à son rôle de servante. Ou alors dites-moi si j'ai raté des pages. C'est possible. Ça fait quand même un moment que je l'ai lu, ça fait peut-être 1 ou 2 ans. Mais quand j'ai vu le traitement du personnage de Nelly, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais on n'a pas lu le même livre avec Emerald Fennell en fait. Parce que de faire en sorte que ça soit elle la méchante du film, c'est quand même un petit peu tiré par les cheveux. Et en même temps, Emerald Fennell pense peut-être qu'on est bête. Elle nous le dit. Quand on découvre les Linton dans leur jardin, Isabella raconte à Edgar qu'elle a lu Roméo et Juliette et qu'elle a toujours su que c'était de la faute de la nourrice. Et j'étais, ah, ok, ça va être la faute de Nelly. Incroyable. Incroyable. Dans la pièce de théâtre de Shakespeare, c'est pas la faute de la nourrice non plus. Donc je sais pas quoi faire. Juste en fait, est-ce qu'elle lit les livres, Emerald Fennell ? Je sais pas. Nelly dans le film, elle est froide, elle est calculatrice, elle est mauvaise. Et en fait, c'est pas du tout le personnage dans le roman, qui est plutôt protecteur, chaleureux, que moi j'avais vraiment adoré. Je pense que j'avais dit dans l'épisode que c'était mon personnage préféré. Et elle mérite tellement pas ce traitement. Les personnages principaux, Catherine et Heathcliff. Catherine est jouée comme une enfant qu'elle est, parce que profondément Catherine est immature et égoïste. Donc la jouer comme une enfant capricieuse, je peux comprendre. Sauf qu'en fait ça marche pas quand l'actrice qui le fait a 35 ans. Et ça crée un décalage ridicule entre ce que je suis en train de voir et ce que j'entends. Et je me dis, ce n'est pas possible, ils n'ont pas pu filmer ces scènes, ça n'a aucun sens. Et le nombre de fois où, en fait, dans la salle qui était pleine, je dois le dire, la salle qui était pleine était morte de rire, je me suis dit, il y a un petit problème parce que je crois pas que l'humour soit une des forces de ce roman. Et donc, c'est qu'en fait, je suis pas du tout en train de regarder une adaptation, et c'est ça le problème. Catherine est marrante, Catherine est exubérante, elle en fait des caisses, c'est une drama queen. Ok, mais du coup c'est pas Catherine Rancho qui est beaucoup plus vicieuse, qui est beaucoup plus insidieuse que ça. Et Heathcliff, joué par Jacob Elordi, que dire ? Il est pas assez violent, il est pas assez méchant, il est pas assez torturé, il est pas assez fou. Heathcliff, c'est un personnage qui est fou. Il devient fou. Catherine le rend fou. À tel point qu'il fait n'importe quoi. Dans le roman, il se tape la tête contre un arbre parce qu'elle est morte. Parce qu'il ne supporte pas de vivre sur Terre sans elle. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Oh, il pleure sur son lit de mort. Il est un peu triste. Il lui fait un câlin alors qu'elle est morte. Oh, le pauvre. Le film, il est très vulgaire. Il est vulgaire de manière gratuite, c'est-à-dire que ça n'apporte rien à l'histoire. Le film s'ouvre sur une scène, je suis sûre que vous en avez entendu parler parce que ça a fait beaucoup parler. Le film s'ouvre sur une scène de pendaison où en fait au début l'écran est noir et on n'a que le son et on pense que c'est une scène de sexe parce qu'on pense que quelqu'un est en train d'avoir un orgasme et en fait il est en train de s'étrangler avec la corde autour de son cou. Et qu'est-ce qu'on voit quand on dézoome sur le pendu ? Le pendu a une érection. Pourquoi faire ? À quoi bon ? Moi, j'ai soupiré. On était à quoi ? 1 minute 30 de film, je me suis retournée vers Jeanne et j'ai fait « Ah, ça va être très long, les 2h30, là, les 2 heures, je sais pas quoi, ça va être très long. » Il y a une fascination glauque
avec les pendaisons, avec la mort, avec le sexe mêlé à la mort, qui en fait n'amène nulle part. Il y a des scènes BDSM aussi, où Joseph, le garçon un peu d'écurie, décide de donner des harnais de cheval et le mort du cheval dans la bouche d'une fille, et puis Catherine, elle voit ça comme un éveil sexuel. Vraiment, on en est là. On a très bien compris, Emerald Fennell, elle s'en fout de la vengeance, elle s'en fout des morts qui suivent celle de Catherine. Elle en a rien à secouer, ce qu'elle veut, c'est l'histoire d'amour. Et du coup, vu que, comme je l'ai dit et je le répète, Léo de Hurlevent d'Émilie Brontë, ce n'est pas une histoire d'amour. À partir de ce moment-là, si le film veut devenir une histoire d'amour qui sort pour la Saint-Valentin, avec un matraquage marketing terrible autour de l'amour et de la relation assez bizarre entre les acteurs, bah dans ce cas-là, on est obligé d'inventer des intrigues qui n'existent pas dans le roman. Dans le roman, Cathy, donc Catherine, et Heathcliff ne s'embrassent jamais. Et ils ne couchent pas ensemble. En tout cas, ce n'est pas écrit. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans leur relation, c'est la tension sous-jacente. C'est le fait qu'ils s'aiment tellement qu'ils se détestent parce qu'ils ne peuvent pas savoir, parce qu'ils ne se comprennent pas, ils ne peuvent pas se comprendre. Il y a trop eu de traumatismes, trop de malentendus dans leur histoire pour un jour arriver à de l'amour sain. C'est impossible pour eux. Et là, qu'est-ce qu'on nous montre ? Un montage à la Bridgerton, j'adore Bridgerton, hein, mais un montage à la Bridgerton de Heathcliff et Cathy qui couchent ensemble dans le salon, qui couchent ensemble dans le carrosse, qui couchent ensemble dans la chambre, qui couchent ensemble dans les bois. Mais ça va pas, mais ça va pas. C'est ça qui est intéressant dans leur relation, c'est qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas faire ça. Donc, il y a l'interdit, en plus de ça. Elle est mariée. Et là, on s'en fiche. On s'en fiche. On a même des situations cocasses où il s'embrasse devant une fenêtre et son mari passe devant la fenêtre. Il ne voit pas car, oh là là, il fait noir. Qu'est-ce que c'est que ça ? On a quel âge ? Pour moi, c'est quand même la base, quand on dit « je vais adapter ce roman », d'adapter le roman. Faites-le. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais pourquoi vous ne faites jamais l'entièreté du roman ? Je sais pas, c'est comme si on adaptait Roméo et Juliette, mais que personne mourait. Ou qu'on n'en parlait pas. Hop, on s'arrête quand ils se rencontrent, au bal. Oh, belle histoire d'amour, super. Ok, mais c'est pas l'histoire. Évidemment, puisque pas de seconde partie de revanche, aucun bébé ne naît, Catherine meurt parce qu'elle fait une fausse couche, et qu'en fait elle meurt d'une septicémie finalement, parce que fausse couche déjà non déclarée, elle ne le dit à personne, donc c'est un peu une sorte de suicide aussi, parce qu'elle sait qu'elle a perdu le bébé, mais elle ne le dit à personne, donc en fait, bon, elle sait qu'elle va inévitablement à sa mort, et voilà. Elle meurt, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'enfant laissé derrière, il y a même une sorte d'entente cordiale, de pardon, entre son mari et Heathcliff, quand Heathcliff vient, quand il apprend qu'elle meurt. Où sont les enjeux ? Où est la tension ? Il n'y en a pas. Ce film, c'est fait pour que les TikTokeuses et les Instagrammeuses fassent des vidéos en disant « Ah là là, girls, prenez vos copines et allez voir Hurlevent à la Saint-Valentin !» Mais ça m'énerve. Pourtant, je pense vraiment pas être une puriste de l'adaptation. Si vous écoutez régulièrement le podcast Adapte-moi si tu peux, je suis parfois team film. Je préfère le film au livre. Je suis pas une puriste de quoi qu'il arrive, le livre c'est mieux que le film, c'est le texte de base. Je m'en fous que tu respectes pas à la ligne le bouquin que t'adaptes. Fais au moins semblant. Parce que là, tu m'as sorti un scénario original qui aurait pu être sympa. Ça aurait pu être cool. Mais en fait, les personnages, ils s'appellent Catherine et Heathcliff, donc c'est forcément une adaptation des ou de Hurlevent. Ensuite, le problème, c'est, je pense, la malhonnêteté intellectuelle de la réalisatrice. Parce que quand on a commencé à lui tomber sur le rable en lui disant « Écoutez, c'est un peu bizarre quand même, votre personnage principal, Heathcliff, il est censé être une personne de couleur, et c'est Jacob Elordi, un peu bizarre. Bizarre que vous fassiez pas la suite. Bizarre qu'il y ait des scènes de sexe et des scènes de baiser, etc. entre Catherine et Heathcliff, alors que dans le bouquin, ça se passe pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle répond ? Et c'est là que je la trouve
malhonnête intellectuellement. Elle répond « Ah non, mais en fait, j'adapte pas Léo de Hurlevent, le roman. Je fais le film que j'ai imaginé dans ma tête quand j'avais 14 ans et que j'ai lu le roman. » Bah c'est bien d'admettre qu'en fait, t'as rien compris. Et c'est normal, t'avais 14 ans. On comprend pas tout quand on a 14 ans. Et surtout, la complexité des sentiments humains à 14 ans, bon, on a tous eu des skyblogs. Hein. Moi, ça m'énerve. Quand on commence à dire « Alors en fait, je ne fais pas une adaptation, mais tous les personnages s'appellent pareil, les lieux s'appellent pareil. » Bah en fait, c'est juste de la fumisterie. Tu te fiches ouvertement des gens. Il faut arrêter d'enfumer les gens en jouant sur les mots. Tu as fait une adaptation du roman et tu n'as pas respecté le roman. Et c'est comme ça. Et en fait, on en vient au problème principal, central, selon moi, des adaptations récentes. Adaptations ou remake ou reboot des anciennes franchises des années 80, 90, du début des années 2000, quand ils ont ressorti Mean Girls. C'est pourquoi vous voulez refaire des trucs si c'est pour rien respecter? Laissez-les tranquilles. Par pitié. Si tu veux faire une histoire originale, fais une histoire originale. Et je peux comprendre quand c'est par exemple un réalisateur qui a jamais rien tourné, c'est son premier film. C'est Emerald Fennell. Elle n'en est pas à son coup d'essai en fait. Et je pense sincèrement que si elle était allée dans un studio demander à des producteurs « J'ai une idée, c'est une romance torturée, un peu sexy, qui se passe dans un contexte d'Angleterre du tout début du 19e siècle, donc décalage, etc. » Mais je suis sûre qu'il y a des gens qui lui auraient produit son film. Je pense pas qu'elle soit à courir derrière l'échec, en fait. Emerald Fennell, elle est plutôt bankable comme réalisatrice, non? Ou alors je me trompe. À part pour faire du marketing en disant « Trop bien, les gens qui adorent le livre, ils vont venir voir le film ». À part cet argument-là, il n'y a aucun argument qui est recevable pour moi. À la fin des podcasts, on demande toujours si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise adaptation. Mais c'est pas une adaptation. Le seul point commun du roman et de ce film de Emerald Fennell, c'est que les personnages s'appellent Catherine et Heathcliff. C'est tout. Pourquoi faire cette adaptation? Pourquoi? C'est quoi le but? C'est quoi le but d'adapter un roman sans adapter un roman? J'ai l'impression d'être folle. J'ai l'impression d'être folle et que tout le monde dit « Ah ouais, mais c'est super. Bah ouais, elle a fait un truc, c'est pas comme le roman, mais c'est une adaptation du roman. » Mais ne fais pas ce film alors! Appelle-le autrement. Appelle-le Tension. Appelle-le Forbidden Love. Je sais pas. Mais l'appelle pas Hurlevent en fait, parce que ça n'a rien à voir. J'en ai marre. Si vous voulez voir une adaptation qui adapte tout le roman, c'est-à-dire il y a les morts de tout le monde, il y a la vengeance d'Heathcliff, il y a la version de 1992 avec Juliette Binoche et Ralph Fiennes qui joue Heathcliff, et qui est très bien. Qui est blanc aussi, hein, mais qui est très bien. Et enfin, un film qui adapte tout. C'est ça qu'on demande en fait. Respectez le texte. Pitié. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Hurlevent. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce film ou pas aimé ce film. Est-ce que vous avez lu le roman? Est-ce que vous aimez le roman? Est-ce que vous vous en fichez qu'en fait on respecte pas tout à la lettre ou qu'on adapte qu'une moitié ou l'autre? Enfin, moi ça m'intéresse ce genre de débat. Et on se retrouvera pour d'autres vidéos de contenu bingeable, seul ou avec des copines qui aiment aussi binger. Salut!